Aurélien Philippot, bienvenue à On n'est pas du monde. Merci pour l'invitation. Alors, tu es professeur au département de finances à l'Université Laval, ici à Québec, et tu t'intéresses tout particulièrement ces temps-ci à la place de la réflexion éthique dans le monde de la finance. On est très heureux de t'avoir ici parce que les nouvelles économiques font la manchette quand même de manière assez importante depuis quelques années, en tout cas depuis la pandémie. Je pense par exemple à chaque fois que la Banque centrale du Canada éternue, ça fait la une pendant 2-3 jours. Hein, les taux montent, les taux baissent, les taux d'intérêt. Et on suit ça presque religieusement, sans jamais prendre un pas de recul. Qu'est-ce que l'intérêt? Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt? Est-ce que c'est une fatalité que de l'intérêt? Et toutes ces questions-là, je pense, sont primordiales, sont nécessaires pour bien vivre la vie économique, à la fois de manière individuelle ou collective. Et bref, ça met la table à notre entretien d'aujourd'hui. Tu te questionnes sur ce que c'est que le prêt à intérêt depuis déjà un bout. Je voulais savoir, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que ça a toujours existé, le prêt à intérêt? Alors oui, effectivement, dès l'Antiquité, on a des traces écrites de prêts qui sont octroyés avec des taux qui peuvent être très très élevés. Dans le monde grec, par exemple, il n'y avait aucune forme de régulation. On avait souvent des taux qui pouvaient s'élever à 40%, à 60%. Donc quand on est pris dans ce genre de mécanique-là, ça va très très vite, un petit peu comme dans l'exemple que Jessie nous donnait tout à l'heure. Donc ça a toujours existé. Et on a vraiment une réflexion qui a commencé à se former avec l'avènement du christianisme, en particulier à partir du concile de Nicée en 325. OK. C'est-à-dire qu'auparavant, dans l'Ancien Testament, on voit par exemple qu'il y a des condamnations de l'intérêt et de l'usure, qu'on pourra définir tout à l'heure. Ouais. On a des condamnations qui sont assez nombreuses. On voit dans le contexte des textes que le fait de prêter à intérêt est comparé au vol, au mensonge, au fait de ne pas tenir parole. Donc c'est quelque chose qui est présenté comme assez grave. Ben ouais, c'est sérieux quand même. D'ailleurs, Dante, au Moyen-Âge, place les usuriers dans le 7e cercle de l'enfer, en compagnie des idolâtres. Donc ça nous dit quelque chose du caractère sérieux de la faute. Tout à fait. Cela étant, aucune définition n'est donnée dans les textes. On comprend simplement par le contexte que le prêt-intérêt consiste, ou l'usure consiste à prêter et attendre davantage en retour que la somme que l'on a prêtée. Donc, en quelque sorte, faire du profit avec de l'argent. Faire de l'argent avec de l'argent, pour simplifier. Absolument. À outrance. Ouais. Et donc, on a déjà tu parlais du concile de Nicée. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là de particulier? Qu'est-ce que l'Église a statué? Alors, ce qui s'est passé dans le contexte, on a déjà des condamnations assez véhémentes de la part des pères de l'Église, dans différentes lettres ou dans différents textes. On peut penser à saint Ambroise ou à saint Augustin, qui manifestent une indignation profonde par rapport aux effets de l'usure qui contribuent, comme le dira quelques siècles plus tard Hilaire Belloc, qui contribue à assécher la richesse de l'emprunteur. Donc il y a une condamnation très forte, et le concile de Nicée décide d'interdire formellement le prêt à intérêt pour les clercs, sous peine d'excommunication. Donc c'est une sanction qui est assez forte, qui est très très forte même, et qui est significative parce que le concile de Nicée, c'est le premier concile après les persécutions, c'est le moment où l'Église sort des catacombes. C'est institutionnalisé, exactement, en quelque sorte. Oui. Et il y a d'autres problèmes internes par rapport à l'arianisme en particulier qu'il faut traiter, il y a d'autres urgences, et malgré tout, on trouve le temps de définir un canon qui condamne explicitement cette pratique-là. C'est ça, comme tu dis, Aurélien, ça montre toute l'importance ou la centralité même de cette question-là dans l'organisation de la vie de la communauté. Est-ce que cette condamnation-là est valide aussi pour ce qui concerne l'extérieur de la communauté? Je m'explique, entre frères, hein, c'est basé sur une conception de la fraternité chrétienne, j'imagine. Entre frères, c'est indécent de tirer profit de la misère de mon confrère. Mais avec quelqu'un qui ne fait pas partie de ma communauté, est-ce que c'est plus tolérable? La vraie question qui va se poser, c'est de quoi s'agit-il? Quelle est la nature du problème? Okay. C'est la question que les penseurs vont se poser.
quelle est l'origine de l'interdit divin qu'on trouve dans l'Ancien Testament, et d'autre part, comment est-ce que ça peut s'expliquer. À partir de là, si on établit que c'est une injustice qui vaut pour tout le monde. Ouais. Quel que soit le taux d'intérêt qui est pratiqué, qu'il soit élevé ou faible, quelle que soit la personne aussi avec laquelle on entre dans un prêt. Si on prête à un riche à un taux d'intérêt, si c'est une injustice, c'est une injustice. Même s'il est riche, même s'il a les moyens de payer l'intérêt. Exactement. Ah, c'est fascinant. Donc, tu viens de l'évoquer rapidement, la base de cet interdit-là, on le retrouve dans les textes anciens, dans l'Ancien Testament, dans les 10 commandements. Oui, donc on les retrouve dans l'Ancien Testament, et ensuite, on ne trouve pas de référence au prêt à intérêt dans le Nouveau. Même si par la suite il y a un passage de Saint Luc 6,35 qui dit faites du bien, prêtez sans rien attendre en retour, qui a été interprété par un pape, le pape Urbain III, comme faisant référence à l'usure. Okay. Alors il n'a pas forcément été suivi par tous les théologiens par la suite, mais à l'époque, dans une lettre, il explique que ce texte-là fait référence à cette question-là. Oui, Catherine? Oui, tout à l'heure, vous parliez qu'il y avait des prêts à intérêt injustes. Je me demandais, est-ce qu'il y en a qui sont justes? Est-ce que c'est correct de prêter avec intérêt? Alors, pour répondre, il va falloir qu'on définisse les termes un peu plus précisément. Et pour ça, je vais faire un petit retour historique en arrière. À l'époque des Romains, il y avait plusieurs types de prêts. Il y avait 2 grands types de prêts. Vous aviez ce qu'on appelait le mutuum, qui était le prêt d'un bien fongible, qui était rendu par l'emprunteur à la fin. Alors, un bien fongible, c'est un bien qui est détruit quand il est consommé. Par exemple, si je vous prête une bouteille de vin, vous allez détruire cette bouteille de vin en la buvant, et donc ce n'est pas la même bouteille de vin que vous allez me rendre, mais c'est une bouteille de vin équivalente en termes de quantité, de qualité, etc. Donc pour ces biens-là, le prêt était à l'époque considéré comme gratuit. Donc ça ne donnait pas lieu à un paiement. Donc, si tu prêtes une bouteille de vin à Catherine, elle n'en retourne pas une et demie, mais une. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc ça, c'est une forme de prêt. On peut le comprendre en le comparant à d'autres choses que l'on connaît. C'est un prêt qui se distingue du don, parce qu'il y a l'obligation du retour. C'est un bien qui se distingue de la location, parce qu'il est gratuit. C'est un bien qui se distingue du dépôt, parce que vous avez la possibilité d'utiliser le bien qui vous est donné, exactement. Et ce type de prêt-là se distinguait du commodatum, qui était quant à lui le prêt d'un bien durable. Donc si par exemple je prête ma charrue à Antoine pour qu'il puisse labourer son champ pendant l'année, à la fin ce qu'il va me rendre c'est ma charrue. Ce n'est pas une charrue qui ressemble vaguement à celle que je vais prêter, c'est la même. Et c'est la mienne. Et ce qui était prévu dans ce type de prêt-là, c'est que je puisse extraire un paiement précisément parce que j'ai prêté un bien qui m'appartient et que la propriété du bien n'a pas été transférée au moment du prêt. Et duquel bien tu n'as pas pu jouir durant ces mois-là des labours ou je sais trop. Et moi, peut-être, j'en ai tiré un certain profit. J'ai pu, charrier mes citrouilles. Ou... L'user, même et même l'user ou peut-être le briser. Ouais. Absolument. Donc, je te retourne cette charrette avec une poche de blé en bonus, par exemple. Ça te convient? Oui. Alors, à l'époque, il était très fréquent que pour témoigner sa gratitude, l'emprunteur fasse un don. Et c'était une manière de remercier pour le service qui avait été rendu. Mais le don, ce n'est pas la même chose qu'un paiement prévu oui, c'est ça, au départ. Parce que ça vient de l'emprunteur. C'est une exigence de... Donc ça, c'est ça peut être possible dans une communauté de confiance, dans un lieu, un espace où les gens se connaissent, savent vous retrouver la charrette si jamais l'emprunteur ne la retourne pas. À partir du moment où on se retrouve dans une société un peu plus grande, plus anonyme, ou avec un système bancaire, par exemple, qui arrive peut-être au Moyen Âge ou un peu plus tard, comment tout ça peut être conciliable? Comment tout ça peut être opérationnel de façon, disons, éthique, pour le dire rapidement? Alors, ce qui va se passer ensuite, on va avoir beaucoup de formes d'associations qui vont naître. C'est-à-dire qu'on va commencer à établir une distinction claire entre
les investissements en capital et simplement des prêts de biens fongibles. On va dire que le prêt d'argent à l'époque, il est considéré comme relevant du mutuum, relevant du prêt gratuit, alors que si je te prête un bien durable, par exemple, on peut trouver certaines formes pour s'associer, pour créer de la richesse, et ensuite on pourra tout à fait se répartir entre nous cette richesse. Et il est normal que si j'ai apporté quelque chose, j'ai apporté un champ et toi tu apportes ton travail et ton savoir-faire, on puisse avoir un paiement, une répartition des biens. Et est-ce que cette position-là, par rapport au mutuum, là, au prêt de biens fongibles, va demeurer inchangée durant tous ces siècles-là jusqu'à tout récemment, ou ça a pu évoluer? Alors, il y a eu un certain nombre d'évolutions. Déjà, il y a eu un certain nombre d'arguments qui ont été avancés pour expliquer pourquoi, dans le mutuum, on ne pouvait pas avoir de rémunération. Parce que le droit romain ne le prévoyait pas, même si vers la fin de l'époque romaine, il y avait quelques abus qui se sont produits. Donc il a fallu, pour les penseurs du Moyen-Âge, dire que le prêt d'argent relevait du mutuum et qu'on ne pouvait pas y adjoindre une rémunération. Et pour comprendre ça, il y a quelque chose de très intéressant, très important, c'est de concevoir la manière dont Aristote ou saint Thomas d'Aquin par la suite envisageaient l'échange. Un échange, pour les penseurs de l'époque, c'est quelque chose qui a pour objectif d'être mutuellement bénéfique aux deux parties. C'est quelque chose qui doit profiter à tout le monde. Et c'est pour ça que dans un échange, il doit y avoir une certaine égalité entre la valeur de ce qui est donné et la valeur de ce qui est reçu, une proportionnalité en valeur. Donc par exemple, si je suis cordonnier, que toi tu es entrepreneur, et que je souhaite t'acheter une maison, on va peut-être se mettre d'accord sur le fait que le juste prix, le prix de marché, ça sera 10 000 paires de chaussures contre une maison. Donc, à partir du moment où le juste prix est déterminé, pour que l'échange soit équilibré, pour qu'il soit juste, il faut que notre transaction se fasse sur la base de ce ratio. Ce qui est très intéressant avec l'argent, c'est que l'argent est un moyen d'échange qui va faciliter les transactions entre des biens hétéroclites. Plutôt que de te livrer 10 000 paires de chaussures, ce qui est quand même assez encombrant, même si je sais que tu as une grande famille, peut-être pas à ce point-là. Si tu voyais l'entrée en arrière, là, ça ressemble presque à ça. Chez Catherine aussi, je pense. Donc, à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais te livrer une unité monétaire qui représente la valeur de 10 000 paires de chaussures. L'un des problèmes dans l'usure, c'est que l'usure revient à modifier la valeur de l'argent en tant que moyen de paiement. C'est-à-dire que si je te prête 100 et que j'attends 130 en retour, ce que je fais, c'est que je te vends 100 $ contre une valeur qui n'est pas équivalente. Donc on perd, c'est ça, cette justice, cette égalité-là. Et on perd cette proportionnalité. Donc ça, c'est l'un des éléments, l'un des arguments, il y en a eu énormément qui ont été mis en avant. Un autre élément important à mettre en avant, c'est le fait que lorsque je te prête un bien fongible, la propriété est nécessairement transférée avec le bien. Elle vient avec l'usage. Tu as l'usage de la bouteille de vin que je te prête. Ouais. Le fait que tu vas la détruire est un indice que tu en as aussi de la propriété. Si je demande plus en échange, ça veut dire que je te fais payer pour la propriété et pour l'usage. Donc je te fais payer deux fois pour l'usage. Ce qui, là aussi, est une injustice. Et le dernier élément qu'on peut souligner, donc là c'était plutôt des éléments par rapport à la justice dite commutative, la justice dans l'échange en tant que telle, qui ne doit pas être le lieu de transfert de richesse pour les penseurs de l'époque. Ce qu'on observe, c'est que l'usure va se traduire par une rupture de la justice distributive parce qu'elle transfère des richesses du plus pauvre vers le plus riche, sans qu'il y ait un principe de mérite sous-jacent. On l'a vu dans l'exemple qui nous a été donné tantôt. Il y a un autre exemple auquel je pense, c'est l'exemple d'une dame qui a pris un emprunt de consommation de 300 $ pour nourrir sa famille et qui, en l'espace de 6 mois, a dû payer 900 $ d'intérêt. Donc dans cet exemple-là, ce que cette dame a fait, c'est qu'elle a transféré 1 200 $ de richesse personnelle pour avoir le droit de consommer 300 $ aujourd'hui. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui est rompu dans l'égalité. Et ce transfert-là n'a pas été fait vers quelqu'un qui était plus dans le besoin qu'elle, mais au contraire, vers quelqu'un qui était mieux nanti. Exactement. Ce qui ajoute quelque chose d'obscène à la situation. Ce qui ajoute, et puis
saint Thomas, et puis saint Paul en parle aussi un tout petit peu dans la lettre aux Thessaloniciens, disent qu'on ne peut pas tirer profit d'une situation particulière de besoin dans laquelle l'autre se trouve. Pour qu'un échange soit juste, il doit se faire sur la base d'un prix juste, mais je ne peux pas tirer profit du besoin particulier, de la nécessité dans laquelle se trouve l'autre. Tu nous parles, Aurélien, depuis tantôt, et je trouve ça formidable. Ça devrait être notre vie aujourd'hui, ça, tout ce que tu décris. Qu'est-ce qui fait qu'on n'en est pas là? Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, on s'est mis à accepter que le prêteur puisse tirer profit du prêt? Alors... Il nous reste 2 petites minutes pour cette grande question. 2 petites minutes. Presque 3, mettons. Je peux vous laisser le montant. En fait... Avec intérêt. Au Moyen-Âge, on a un exemple fascinant qui nous montre que c'est possible d'avoir un système dans lequel on va avoir des prêts à la consommation à des taux qui sont faibles. C'est l'exemple des monts de piété, qui sont des banques, qui seraient aujourd'hui ce qu'on appellerait des OBNL, qui ont pour but d'accorder des prêts, en général à des personnes pauvres, pas aux personnes les plus pauvres, parce que comme le disent certains auteurs de l'époque, les plus pauvres, ils ont besoin de la charité. Ce n'est pas un prêt qui va les aider dans la situation dans laquelle ils sont. Ce sont des prêts qui étaient avec du collatéral, c'est-à-dire que l'emprunteur apportait un bien en garantie, et en échange, le mont de piété accordait un prêt qui en général était autour de 5% d'intérêt à charge pour l'emprunteur de s'engager à dépenser cet argent dans des biens de nécessité. Et le système fonctionnait très bien. Le système permettait une rémunération, donc il y avait un intérêt qui était payé par l'emprunteur, mais il faut bien comprendre qu'il était tout à fait permis que si je prête de l'argent à quelqu'un pour de la consommation, je puisse être dédommagé pour les pertes que je vais subir en tant que prêteur. Et c'est le sens premier d'ailleurs du mot intérêt. Intérêt, ça vient du latin intereo, c'est un verbe qui veut dire être perdu. Si je te prête de l'argent, mais que pour t'apporter cet argent, il faut que je paye quelqu'un pour aller le chercher à Trois-Rivières, je vais subir certains coûts. Ouais. Et il est normal que je puisse charger à l'emprunteur les coûts que j'ai subis à l'occasion du prêt, parce qu'en tant que prêteur, il n'y a pas de raison que je sois perdant à l'issue de l'opération. Donc au départ, pour ce type de prêts-là, qui ne sont pas des prêts qui ont pour but de la création de richesse, encore une fois, comme je le disais, il y a une distinction très importante qui est faite entre les deux, on pouvait permettre, il a été autorisé dans le temps, qu'un intérêt qui soit un dédommagement contre les différents coûts subis par le prêteur soit chargé. Et c'est un intérêt qui était assez modeste. C'est assez raisonnable, finalement. Voilà. Dans le fond, ça fait juste rembourser tes dépenses. C'est comme, tu ne fais pas d'argent avec ce genre Exactement. d'intérêt-là. Et le système des monts de piété a très bien fonctionné pendant quelques siècles. Il s'est répandu dans toute l'Europe. Et il a commencé, en fait, à péricliter quand le système des prêts à profit a été autorisé dans un certain nombre de pays. Ça a commencé en Angleterre, et puis ça s'est répandu beaucoup dans le monde anglo-saxon ensuite, parce que les gens qui apportaient de l'argent au mont de piété, c'était des gens riches qui recevaient un petit dédommagement pour le fait que cet argent-là, ils auraient pu l'investir ailleurs, mais c'était un dédommagement faible. Mais à partir du moment où il y a eu la concurrence de prêts d'usure ou de prêts à profit qui offraient un taux d'intérêt beaucoup plus élevé, c'est devenu beaucoup plus difficile pour les monts de piété d'attirer ces capitaux-là. Aurélien Philippot, on aurait pu parler de tout ça pendant des heures et des heures, mais c'était déjà très clair et très éclairant, en tout cas, sur l'usure et le prêt-intérêt. Je rappelle que tu es professeur au département de finances à l'Université Laval, ici à Québec. On aura certainement l'occasion de te réinviter à On n'est pas du monde pour poursuivre la discussion sur l'argent. On parlera des fusions, acquisitions peut-être la prochaine fois. Une autre de tes passions. Après la pause, on discute avec une experte en finances familiales.